Aujourd'hui, je vais vous parler d'un or qui fait la richesse de nos cuisines. Un or parfois vert, parfois noir, l'huile d'olive. Nous partirons à la rencontre des défenseurs d'un savoir-faire ancestral et vous verrez que nous faisons face à une véritable renaissance d'un riche patrimoine oléicole. C'est comme ça que ça se dit. Alors je vous propose de me suivre pour aller à la rencontre d'amoureux de l'olivier qui vont nous montrer la richesse et la diversité de ce précieux nectar. C'est avec Guillaume et Valérie que nous commencerons notre voyage. Guillaume œuvre au moulin de Partégal, situé à mi-chemin entre Toulon et Hyères. C'est son grand-père qui lui a transmis son savoir-faire et ses secrets de fabrication. Et c'est d'ailleurs dans cette cuve d'autrefois que Valérie, enfant du pays elle aussi, va nous montrer la recette de la pompe à huile. Ah, ça, avoir la chance de jeter cette farine dans le fond d'une meule qui vient juste d'arrêter d'écraser des olives, c'est génial. Une fois n'est pas coutume, nous traverserons l'Europe pour nous rendre du côté de Corfou, cette île grecque si chère à mon cœur, où les oliviers, leurs fruits et leur huile font partie de l'histoire de chaque grec. Aux côtés de Spiros, nous assisterons à la récolte et la transformation des olives en huile. Et Thierry sera lui aussi du voyage. Yamas. Yamas avec de l'huile d'olive, ça c'est vraiment Corfou. Et toujours blottis sur notre caillou grec, nous rencontrerons Marina qui nous dévoilera quelques recettes qui mettent en valeur l'huile d'olive corfiote. Ça sent super bon, ça sent le pain grillé, ça sent la noisette grillée forcément. Enfin, de retour sur le sol français, Fabien nous accueillera sur son domaine familial où il cultive pas moins de 7 variétés d'olives. Et nous filerons dans sa cuisine déguster ces tapenades dont il nous donnera d'ailleurs la recette. Tapenade, c'est l'apéro quoi, c'est tout simplement, hein. C'est convivial quoi. Je vous réserve quant à moi une recette sucrée, parfumée par la douce saveur de l'huile d'olive. Salut les garçons! Toujours à l'heure, Julie, ouais. super. Écoute, autant que je peux avec Micheline, venez! Posez ça. Le rouge est mis. Et oui. Le rouge est mis. Oblige. Ça va? Très grand rôle de Jean Gabin. Ouais, Julie. Je retrouve le cinéphile que tu es. Bonjour. N'oubliez pas de fermer les gars, il fait frais. Et oui. Alors aujourd'hui, nous allons placer l'émission sous le signe de la Méditerranée. Et ouais, la lumière, le goût aussi, les parfums, les saveurs, puisque l'on va se consacrer à cet arbre de vie, cet arbre nourricier, cet arbre mythologique qu'est L'olive. l'olive, l'olivier évidemment, et donc le jus de l'olive, l'huile d'olive, qui nous inspire tant en cuisine, non? Je me trompe pas trop? Oui, puis alors il y a ce côté ancestral de l'olivier qui remonte jusqu'à la mythologie grecque, c'est formidable. On parle de cuisine, mais on va parler de culture aussi. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai. Alors, on va vous proposer une recette à base d'huile d'olive, deux d'ailleurs, puisque comme d'habitude, Thierry va faire sa recette dans sa petite cuisine. Eh oui. Et alors moi, c'est une recette comme d'habitude aussi très ménagère, qui est assez facile à faire, mais qui est assez originale, avec l'orange entière. On garde les pépins, on garde la peau, l'albédo, qui est la partie blanche en dessous, et évidemment la chair. Et du coup, on va avoir un rapport entre l'acidité et l'amertume, mais qui est assumée, qui est intéressante. Il faut des oranges de qualité avec une peau fine. Un beau gâteau à l'orange et à l'huile d'olive en perspective que j'agrémenterai d'autres ingrédients méditerranéens. Du safran, des amandes, vous allez voir. On commence par se poser la question peut-être de l'origine de cette huile d'olive. On a l'impression qu'elle a toujours existé. Il y a bien un moment quelqu'un qui s'est dit tiens, on va aller prendre ce fruit qu'est l'olive et on va le presser. Comment ça s'est passé ? Pour répondre à la question, d'un point de vue mythologique, l'olivier serait sorti de terre grâce à la déesse de la sagesse et de la guerre, Athéna, qui souhaitait l'offrir à l'humanité. Pour la remercier de ce présent, source de chauffage, d'alimentation et véritable remède, les Grecs nommèrent la plus grande de leur cité Athéna. D'un point de vue purement historique, les premières oliveraies ont plus de 6000 ans et ne se trouvaient pas en Grèce, mais au Moyen-Orient. À partir de 3000 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens exportent l'olivier et son huile dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Puis l'Empire romain développe les plantations et les moulins à huile. Depuis, et aujourd'hui encore, l'or vert aux 1001 vertus s'exporte dans le monde entier. Une affaire bien huilée pour l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui détiennent 80% de la production mondiale et fournissent 1 700 000 tonnes par an. La France, qui produit 5 000 tonnes en moyenne d'huile d'olive par an, est loin derrière ses voisins. En revanche, elle est la deuxième huile alimentaire consommée par les Français après l'huile de tournesol.
bonne pour la santé et encore meilleure pour nos papilles. Quel que soit le plat préparé, la devise est toute trouvée, mais de l'huile. Nous voilà bien éclairés sur la culture de l'olive et l'histoire. Alors, Thierry, il va nous falloir 500 grammes d'oranges. Regarde, tu vas, s'il te plaît, me couper le petit pédoncule. Oui. Et ensuite, il faut les concasser D'accord. pour pouvoir les hacher très finement. Donc, comme je t'ai dit, une purée avec zeste compris. En attendant que tu les concasses, je vais, moi, hacher mes amandes. Alors, tu vois, j'ai 100 grammes d'amandes que j'ai quand même torréfiées parce que je me suis rendu compte que même lorsqu'on fait de la poudre d'amande, il vaut mieux la torréfier avant parce que ça Juste développe en son dernière goût. minute, c'est bien meilleur pour révéler les Ouais, saveurs. c'est ça. Sinon, ça va oxyder très vite. En plus, ça rancit. Donc les poudres, ça se conserve quasiment pas. Alors, hop, allons-y. Ça va Thierry? Ça va. Raoul, tu me gardes les pépins, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. J'y tiens. Alors, oulala, ça sent bon ça. L'amande torréfiée, là, fraîchement mixée, comme tu dis. Ça sent très bon. Là-dedans, on va rajouter les oranges. Par ailleurs, nous allons rajouter le sucre. Comme ça va, je pense, mixer Et plus de la masse, facilement, oui. non? Ça va aider à frotter un petit peu. C'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Et c'est parti. Là, à mon avis, ça va envoyer. Pas mal, là, hein? Ouais. Mes 500 grammes d'oranges réduites en purée, j'intègre les autres ingrédients. Allez, hop. On va rajouter du safran. Alors, on pourrait mettre des pistils. Si on met des pistils, à mon avis, j'ai suivi vos conseils à tous les deux, il vaut mieux faire macérer la préparation la veille, ce qui est d'ailleurs l'idéal. Là, on s'y prend un peu au dernier moment, donc je préfère utiliser de la poudre, mais évidemment, c'est toujours bien avec, et voire mieux avec des pistils. Ça suffit, tu crois? Oui, oui, là ça va être D'accord. très orange. Alors, ensuite, fouet. qu'est-ce qu'on va y mettre? L'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive nous a été recommandée par notre ami Olivier Bossan, qui pour le moins connaît l'huile d'olive. Il viendra tout à l'heure partager notre repas. Là, on va mettre 75 millilitres à peu près. On a déjà de l'amertume avec l'orange, donc il faut une huile quand même assez souple, assez douce. Donc plutôt de fin de saison, fin de récolte. Je vais me permettre de rajouter une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je parlais de Méditerranée. Là, on part au Liban. Elle sent très Ça sent bon. bon, hein. Ça c'est vraiment une distillation 100% naturelle, aucun ajout. Alors à cela, maintenant on va rajouter la farine. Et la farine, ce sera 125 grammes dans laquelle je vais ajouter un peu de levure chimique parce qu'il faut quand même Et que que ça tout ça pousse un peu. prenne un petit peu de volume et de légèreté. Et je vais mettre la moitié d'un sachet. Voilà, 5,60, c'est pas beau ça? Alors nous, on vous emmène sur l'île de Corfou, où nous étions déjà allés d'ailleurs. Cette fois-ci, on est partis ensemble. Oui, super. Une fois n'est pas coutume, j'ai sorti Thierry de ses cuisines pour l'embarquer sur l'île de Corfou, située au nord du pays et à proximité de l'Italie et de l'Albanie. Montagneuse et boisée, Corfou a la particularité d'être recouverte à 30% d'oliviers, de nombreux arbres étant millénaires. C'est un vrai patrimoine naturel. La confection d'huile d'olive est intimement liée à l'histoire et à la vie de chaque corfiote. Comme pour Spiros Daphnis, qui perpétue avec son frère Georges le travail de 5 générations avant eux. Garants d'un savoir-faire ancestral, ils ont néanmoins mis en place leur propre technique de récolte et de fabrication. Spiros nous emmène découvrir cela sur place, au milieu de ces 1500 oliviers, une variété endémique, appelée Lianolia. Mais alors, finalement, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est spécifique aux oliviers de Corfou et donc à l'huile d'olive de Corfou. Certains arbres ont entre 500 ou 600 ans. À cette époque, Corfou était sous occupation vénitienne. Aujourd'hui, l'île est recouverte par 4,5 millions d'oliviers. Nulle part ailleurs dans le monde on ne trouve des forêts d'oliviers de cet âge. Pourquoi est-ce que vous utilisez des filets, on pourrait appeler ça, ici c'est plutôt des bâches, différentes que les filets qu'on voit partout sur Corfou? Les filets que l'on voit partout à Corfou sont posés sous les arbres de novembre au printemps. Si on attend que les olives tombent par terre, les olives restent sur le sol plusieurs jours et avec l'humidité, ça fait de mauvaises olives. Nous, on a une période de récolte spécifique de début octobre à fin novembre. Et grâce à ces bâches, les olives ne sont pas en contact avec le sol. En plus, ça permet de récolter les olives plus vite. Vous nous montrez? Bien sûr, on peut commencer.
La machine ne secoue pas les branches comme une folle. Elle fait des petits mouvements circulaires de gauche à droite qui font tomber l'olive de la branche. Des mouvements qui n'endommagent pas pour autant les vigoureux oliviers et qui font tomber environ 80% des fruits qui arrivent sur la bâche intacts. On voit que le fruit n'est pas surmaturé. D'abord, il n'a pas été choqué. Il est arrivé sur une bâche qui a amorti sa chute. Donc le fruit a absolument aucun défaut, aucune marque, aucune strie. Et il va être amené à la presse de façon qualitative. Et ça va faire une huile formidable. La récolte de cette parcelle terminée, nous allons assister à la transformation des olives qui se fait chez les Daphnis, toujours le jour même et dans leur propre moulin. L'un des rares sur l'île a procédé à une extraction de l'huile à froid. Bienvenue au moulin de la famille Daphnis. 80% de la qualité finale de notre huile vient de l'étape de pressage. Mon grand-père disait que la qualité de l'huile dépendait des olives. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'elle dépend surtout du pressage. Là, c'est vraiment le moment où l'on peut aussi bien sublimer ou complètement détériorer la qualité de l'huile d'olive. Allez, on démarre cette étape magique. Je peux ? Spiros nous explique que la machine nettoie l'ensemble des olives qui sont ensuite broyées et malaxées à la pierre durant 40 minutes à moins de 27 degrés. La pâte d'olive obtenue est alors pressée puis décantée pour donner une huile pure, exempte d'eau et de résidus. Pour 50 kg d'olives, Spiros aura extrait 9% d'huile, pas plus. Pour avoir une huile non filtrée de super qualité, il faut s'attacher à suivre des critères et respecter un processus de transformation exemplaire. Sinon, elle perd toute sa capacité à se préserver et se conserver. Le précieux élixir doré obtenu est ensuite stocké et conditionné sur place. Mais nous avons le privilège de le goûter immédiatement avec une petite leçon de dégustation en prime. Tiens, mets-toi là, Thierry. On teste 3 choses: son fruité, son amertume et son côté épicé. D'abord, on le chauffe, on le sent 2 à 3 fois profondément pour se rendre compte de son parfum. Après, on prend une goutte d'huile d'olive qu'on garde en bouche et qu'on avale lentement. Ah, c'est très végétal, hein. C'est du boulot, l'huile d'olive, même dans la dégustation. Enfin, on prend une grande gorgée, puis une grande respiration, les dents serrées, pour sentir toutes les saveurs. Et c'est vrai qu'il y a une matière, il y a une texture. Le fait qu'elle ne soit pas filtrée, on a l'impression de la manger. Yamas avec de l'huile d'olive, ça c'est vraiment encore fou. Il fait une huile qui est quand même extraordinaire. Assez Ce qui n'est pas extraordinaire. évident sur l'île de Corfou. Alors moi, on voulait te demander, Raphaël, parce que qui ne s'est pas retrouvé comme 3 ronds de flanc devant son rayon d'huile d'olive, notamment au supermarché, comment savoir laquelle est la meilleure, si ce n'est en fonction du prix? Déjà, regardez visuellement. Alors là, il y a notre huile de Corfou. Là, vous avez votre non huile de filtrée, Corfou. donc. Alors voilà, première pression à froid, non filtrée, qui sort directement de la machine. Et ça, c'est des huiles industrielles pas chères du tout, du tout. Et donc, c'est pas marqué pression à froid. Donc ça sous-entend pression à chaud, c'est malin, ça c'est du marketing. Par contre, quand c'est pressé à froid, on va le dire parce qu'évidemment, c'est un plus. Pourquoi c'est un plus? Une olive, ça a des petites cellules à l'intérieur qui sont remplies d'huile, hein, des lipovacloles, et on va écraser tout ça, broyer, et on va récupérer cette huile, mais aussi tous les oligo-éléments, les fibres, les premières choses comme ça un peu subtiles. D'ailleurs, on va goûter, là il y a des notes fruitées, ça sent très bon d'ailleurs. Complexe, hein, d'un point de Ça vue sent le aromatique. fruit, ça sent la chlorophylle, il y a une amertume certainement qui Il y a une va longueur en bouche. perdurer un petit peu. Et une note poivrée. Voilà. Poivré, Une note feuilles d'olivier, feuilles de Voilà. tomate. Ça envoie quoi. Hein. C'est- Ouais. Ouais, le c'est verre un, de c'est la un tomate. aliment en soi, quoi. Voilà. Alors pourquoi? Parce que toutes ces molécules-là qui donnent le goût et toute la subtilité, tout le profil aromatique, eh bien tout ça, c'est des molécules qui sont très fragiles avec la température. Et donc ces huiles qui sont filtrées, ultra purifiées, on appelle ça raffiné d'ailleurs, comme le pétrole, hein, c'est comme le sucre comme le raffiné. sucre. Eh bien il va rester quoi? Eh bien il va rester le corps gras. Il n'y a plus du tout de subtilité. Alors, Fluide. Ouais, on a Ça un se goût dé- d'olive, ça se mais pas mauvais quand même. très léger. mais voilà, tout le côté pas végétal, cette ardence, frais, ouais. chlorophylle, ça on l'a complètement perdu et fruité. Et puis la valeur nutritionnelle là, qui est intéressante. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a des, il y On a a des une bonus. amertume même quand même dans la deuxième. Hein. Voilà, On a une en plus. amertume, Alors, tu résiduelle. parlais température, je rebondis là-dessus. Ça, c'est plutôt des huiles qui vont
peu ou pas se chauffer, du coup, pour garder toute Bien cette sûr. fraîcheur. Ça, on va pouvoir tenir à 180, 190 degrés. Par exemple, tu es en train de faire un gâteau, ben, il vaut mieux utiliser celle-ci. Alors pour parler bouteille, ce qui Ouais. est intéressant, c'est que celle-ci est opaque. Est-ce que c'est mieux? Les huiles sont très très sensibles à l'oxydation et à la lumière. Alors idéalement, il faudrait la garder au réfrigérateur, notre bouteille Oui, on d'huile peut. d'olive? Ouais. Parce que c'est ce que je fais pour les huiles C'est bien. d'oléagineux, C'est le bien. sésame, Et dans la des noix. petits contenants, c'est-à-dire ne jamais non plus avoir, par exemple, ça. C'est ça, Et ouais. filmer ça c'est stupide parce qu'il y a beaucoup d'oxygène. Ah, ouais, faut que ça Donc il faut toujours essayer de trouver le bon contenant. Parce D'accord, que réduire le Thierry, contenant voilà, comme un vinaigre c'est- balsamique finalement. Mais oui, tout à fait, pour avoir le moins d'air possible. Allez, merci Raphaël, Mais merci avec beaucoup. plaisir. Nous voilà de retour à notre gâteau. Donc Thierry, on se récapitule. On a les oranges entières, on a l'huile d'olive, on a les amandes, le sucre, le safran. Si on n'aime pas le safran ou si on considère que c'est trop cher, on peut mettre de la cannelle, c'est très bon avec l'orange aussi. Ce que je te propose, c'est de mettre 2 blancs d'œufs montés en neige. On n'est pas obligé, mais ça va donner un peu de légèreté au gâteau. Je verse les jaunes dans le bol pour les incorporer à la préparation. Thierry, lui, monte les blancs à côté à la force du poignet. Moi, pendant ce temps-là, je vais huiler mes ramequins. Le grand jeu des apprentis pâtissiers. Chacun à son rythme. Bec d'oiseau. Magnifique Thierry. Eh oui. Vas-y, je te laisse faire. Puis Thierry intègre les blancs d'œufs à l'appareil méthodiquement. Regarde, tu vois. Superbe. Tourner gauche sur droite, droite sur gauche. Comme ça, on casse pas la structure. Magnifique. Alors, on va verser ça peut-être avec un petit pochon, là, comme ça me paraît bien. Hop. Il faut laisser à ce gâteau le temps de lever, de pousser, de cuire à l'intérieur aussi, parce qu'il est assez dense. Donc moi, je compte environ 35 minutes à 160 degrés. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de confire nos oranges et en même temps de faire un petit sirop et de partir chez Thierry Marx dans ses cuisines du cœur de Paris pour cuisiner un gâteau chiffon. Alors, tu aimes bien parler chiffon, toi? Non, mais j'aime bien la texture de ce biscuit qu'on arrive à modeler comme ça, hop, qui se redégonfle. Et on l'appelle Origine biscuit de chiffon. quel pays? Alors moi, personnellement, j'ai découvert ça en Angleterre. Ça, chiffon cake. Ouais, le chiffon cake. Je trouve que c'est moelleux en bouche, c'est très agréable. Ben, on va goûter tous ensemble. On va surtout apprendre à faire la recette. Nous rejoignons Thierry Marx dans son atelier pâtisserie. Lui aussi a décidé de préparer un dessert, car la douceur fait décidément bon ménage avec l'huile d'olive. Il est déjà à la tâche pour nous confectionner le fameux biscuit chiffon. Donc on dit les chiffons parce que ça se délite, ça se froisse un petit peu. C'est un biscuit très léger dans lequel on met de l'eau et de l'huile pour vraiment avoir une espèce de mousse comme ça qui est beaucoup plus onctueuse qu'un biscuit, de Savoie ou une génoise. Il prélève et fait monter 6 blancs d'œufs assez fermes au batteur, puis y ajoute du fructose. Je n'ai pas rajouté de sucre saccharose. J'ai mis un sucre que je récupère dans les pots de fruits, par exemple les épluchures de pommes. Et là, on a un sucre totalement naturel, qui est le sucre des fruits. Viennent ensuite les 6 jaunes de ces œufs et l'huile d'olive venue des Baux-de-Provence. Qui est une huile assez fruitée, assez florale, qui se marie très très bien avec la pâtisserie. Et enfin, quelques centilitres d'eau. Pour vraiment faire des micro-bulles dans ce biscuit, maintenant je vais ajouter la farine avec une petite pointe de levure sèche. Il ne reste qu'à bien homogénéiser l'appareil délicatement. J'essaye de ne pas casser parce que c'est quand même un appareil qui est fragile. C'est vraiment la texture du nuage. Hein. Thierry remplit dans la foulée un moule légèrement beurré. Si cela peut se faire tout simplement à la cuillère, le chef préfère la douille pour répartir harmonieusement la pâte et avoir une belle régularité à la cuisson. Important, c'est de ne pas perdre de temps et on n'attend pas des heures pour mettre au four. Ça retombe très 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 vite. Aussitôt dit, aussitôt fait, le biscuit part au four pour cuire à 170 degrés, une température douce qui préservera l'arôme de l'huile d'olive. 25 minutes plus tard, il réapparaît bien doré. Il est très soyeux, très fragile. C'est qu'on a vraiment le côté un peu vert de l'huile d'olive. On a vraiment un arôme d'huile d'olive avec beaucoup de fraîcheur. Et surtout, la texture de ce biscuit, c'est comme un chiffon. C'est là où il est intéressant. Thierry Marx retire les parures de sa tranche de biscuit, y dépose du mascarpone légèrement détendu avec de la crème fraîche, quelques framboises et du basilic nain cultivé sur le toit du restaurant.
Il dresse sa part avec quelques traits d'huile d'olive des Baux-de-Provence, un peu de sucre glace, et le tour est joué. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait envie. Alors, on fait toujours des jaloux, hein, parce que tout le monde ne peut pas goûter. C'est ça. Mais vous avez la recette. Alors, vous avez la recette, c'est vite dit, parce que, pardon, mais je récupère le sucre de la peau de mes pommes. Comment tu fais, toi? Quand vous faites des épluchures de pommes, Ouais. pommes fruits bien entendu. Bio. Bio, bien entendu. Vous épluchez vos pommes. Vous mettez 2 litres d'eau, vous mettez vos épluchures. Sans sucre, donc. Sans sucre. Ok. Vous faites cuire, allez, 25 minutes. Ouais. Vous filtrez et ensuite vous laissez réduire des 2/3. Et là, vous pouvez l'utiliser en sucre. Puis ça fait rentrer dans un cycle d'apprendre à cuisiner en produisant le moins de déchets possible. C'est étonnant, parce qu'il y a très peu de sucre, effectivement. Ouais, Ce c'est que je voulais que tu délicieux. goûtes, c'est la Ce structure. gâteau. Et on sent bien l'huile d'olive. Oui, et surtout, d'arriver au dernier moment devant vos convives et de mettre une excellente Je voulais faire huile sur le d'olive. gâteau de... Pourquoi? Parce que là, je vais ramener du poivré, je vais ramener du relief. Allez, tiens, je t'arrose un petit coup. Tu vas voir qu'en fin de bouche, ça va changer. C'est vrai que l'idée de mettre de l'huile d'olive sur un dessert paraît incongrue. Et pourtant, Non, ça dans paraît beaucoup très de cultures, de civilisations, c'est ce que l'on fait, notamment en Grèce, on l'a vu. C'est bon, hein? C'est plus le même très bon. dessert. Ah oui, c'est vrai, ça ça change rajoute une complètement. saveur qui est vraiment Et ça très se marie importante avec en le bouche. côté Et ça se- fruité, du coup. Ouais. Et puis, mettez le paquet sur le fruit, la qualité du fruit, sa maturité, pour avoir quelque chose qui, de fait, vienne sucrer votre biscuit, qui effectivement n'est pas en densité de sucre trop Bien importante. sûr. Ouais, c'est délicieux. C'est amusant de voir à quel point l'ajout d'un tout petit trait d'huile d'olive juste avant de L'assaisonnement d'un goûter dessert, ouais, c'est un peu a donné innovant. de l'ampleur et de la dimension au gâteau. C'était délicieux. Je crois qu'effectivement, ton assiette parle pour toi. Alors, de retour à notre cuisine. Nos gâteaux sont au four, Thierry. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de confire nos oranges. Alors, comme ces oranges ont une peau fine, qu'elles ne sont pas trop amères, je propose un confisage assez rapide. Donc, on va les trancher, si tu veux bien, pareil, en rondelles d'à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Pendant ce temps-là, je vais presser une orange pour récupérer le jus. Et je vais y ajouter de l'eau, du sucre, et on va faire confire nos oranges, allez, un petit peu moins longtemps, une bonne demi-heure, dans ce sirop orangé, dont on va se servir ensuite pour humidifier nos gâteaux. Tu veux que je mette le sucre directement dans la casserole déjà? Écoute, oui, je veux bien. Le jus d'une orange, 10 centilitres d'eau, 100 g de sucre, c'est assez simple. Et on va y ajouter un petit peu de safran. Tiens, cette fois-ci, on va mettre des pistils. À l'œil, ce sera joli. Pendant ce temps-là, je vous propose de vous emmener en France, cette fois-ci dans le Var. C'est le moulin de Guillaume, le moulin de Partégale. Et Valérie vient prélever le fond de la cuve, on pourrait dire, pour faire la fameuse pompe à huile. On est dans la tradition, la pure tradition provençale. Moi, j'ai le souvenir d'une pompe à huile du côté d'Aix-en-Provence, absolument exquise. Mais je suis sûre que celle de Valérie le sera tout autant. Allez, on la suit. Pour cette recette, nous nous rendons en Provence, dans le vieux moulin du XIVe siècle de Partégale. Il jouxte une des plus anciennes oliveraies de la région où poussent principalement des olives de la variété Bouteillon. Guillaume Kaufmann, maître moulinier du domaine, en fait chaque année une cuvée spéciale, car il les broie et presse dans son moulin où chaque machine est une pièce de collection. La particularité, c'est que ces engrenages en bois sont en buis. Et un axe qui tient la meule, toujours en buis, avec une meule qui fait une tonne de sang, qui est en pierre de granit et qui écrase les olives. La typicité de ce moulin, autre qu'il est ancien certes, mais surtout qui nous fait un fruité exceptionnel, c'est un fruité noir. On va avoir des arômes de pain en levain, de tapenade, de paille, de foin. Et l'huile restante dans la cuve, de première qualité, ne sera pas perdue car Valérie Costa, une amie de Guillaume et chef cuisinière, est venue débuter la préparation de sa pompe à huile sur place comme le faisaient les anciens. Ah, tu tombes bien, regarde, il ne reste plus qu'un peu d'huile. Une recette traditionnelle de la région qui a le mérite d'être anti-gaspi. Faire ça, là, il n'y a personne. Ah, ça c'est sûr. Là, il n'y a personne. Ah, ça, avoir la chance de jeter cette farine dans le fond d'une meule qui vient juste d'arrêter d'écraser des olives, c'est génial. C'est ça. Ah, les arômes. Ça sent bon, hein, je t'ai dit. Hein. Du coup, il y a un côté sucré déjà, rien qu'à l'odeur. Miel,
on voit qu'il n'y a plus d'huile dans le fond. Hein. On voit qu'elle a bien... C'est tout sec, ouais. C'est tout sec, regarde Guillaume, hein, elle est bien imprégnée. Puis alors, on le sent, on le voit, elle est prête. Valérie peut retourner dans la cuisine de son restaurant pour poursuivre la recette. Pour faire le levain, on prend la farine qui n'a pas pompé l'huile, c'est de la farine bio, toute simple. On y met nos 250 grammes. Donc je pèse 250 grammes de farine. À cette farine, j'ajoute 150 grammes d'eau de source tiède et j'y ai ajouté 20 grammes de levure du boulanger que j'ai émiettée. Et on va pétrir tout ça. Et à ce moment-là, on aura déjà la première préparation, le levain. Et pour que le levain lève plus vite, Valérie a une technique. On prend un saladier, on y met de l'eau tiède, surtout pas chaude, ça tuerait la levure, surtout pas froide, ça servira à rien. Et on la plonge. Elle va faire la planche, c'est-à-dire que là, elle est lourde, elle est dans le fond. On attend 10 minutes, un quart d'heure, et elle va remonter toute seule, faire des petites bulles, et elle fera la planche. Et elle sera prête à être utilisée. Et pendant ce temps, ça nous permet de préparer la pâte à huile. Alors pour la recette, si vous n'avez pas le temps d'aller au moulin, comptez 250 g de farine, 150 g d'eau tiède, 8 g de sel, 80 g de sucre en poudre et bien sûr 125 g d'huile d'olive. Toujours une huile d'olive évidemment de qualité, plutôt douce, pas quelque chose de trop puissant, de trop ardent. Maintenant il me manque plus que la fleur d'oranger, 50 g. Elle y adjoint quelques zestes d'orange et mélange l'appareil au crochet. Alors voilà, notre levain qui fait bien la planche. Alors maintenant, on va donc réunir le levain et la fameuse pâte à huile qu'on vient de préparer avec tous les autres ingrédients. Hop, donc je l'attrape et je le dépose là. Voilà, et là on va pouvoir pétrir les deux pâtes et ce sera prêt. Un pétrissage lent au démarrage dont elle augmente la vitesse au fur et à mesure. On doit avoir une pâte qui colle au doigt. Si elle ne colle pas au doigt, c'est pas normal. Alors on étale notre pâte. Moi, j'utilise pas de rouleau à pâtisserie. Avec les mains, on y arrive très bien. On représente des entailles sur la pompe qui peuvent représenter les 5 doigts de la main de Jésus. Voilà. Et certains disent non, c'est les 7 jours de la semaine. C'est pour ça que parfois sur une pompe, on trouve 5 entailles ou 7 entailles. 3 heures plus tard, la pâte a bien levé et le four à bois du restaurant allumé tôt dans la matinée a atteint la température adéquate pour cuire la pompe à huile, 400 degrés. Donc nous, on a la chance d'avoir un magnifique four à bois. Donc je vais enfourner. Et là, on va laisser 8, 9, 10 minutes maximum. Sinon, dans votre four traditionnel à la maison, c'est 180 degrés, 12 à 15 minutes. Oh, dis donc, elle explose, elle gonfle, elle est belle. La pompe de Noël, c'est le côté traditionnel et puis c'est quand même un symbole, c'est la Provence chrétienne qui, le 24 décembre au soir, se réunit en famille, entre amis et on partage la pompe. Dès la sortie du four, on prend un petit peu d'huile d'olive et avec un pinceau, on badigeonne et on est généreux. Ça va apporter un côté bien brillant et ça va bien pénétrer la pâte. Coucou! Et il n'y a plus qu'à retourner au moulin pour aller la déguster chaude en compagnie de Guillaume et de leurs amis. Elles sont là, les belles. Donc je coupe. Un petit bout, hein. Je romps. Attention, toujours à la main, car la légende raconte qu'utiliser un couteau ruinerait la personne dans l'année. C'est bon, hein. Ah oui. C'est très bon. Valérie conseille de déguster cette pompe à huile accompagnée d'un vin cuit ou d'un chocolat chaud pour les enfants. Tradition de Noël oblige. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on est dans une cuisine d'économie, de récupération, puisque sinon, ce fond d'huile, le fond de la cuve serait perdu. Et finalement, cette pompe vient éponger le fond de la cuve. C'est intéressant parce qu'elle a su en faire quelque chose de bon. C'était quand même quelque chose de pratique, de récupération. Et l'être humain, par sa réflexion, on a fait quelque chose de bon. Vrai.
Pour revenir à nos oranges, on a donc mis du jus d'orange, du sucre et de l'eau. On est en train de confire nos rondelles qui doivent être coupées finement. Oui. Et là, on va attendre une bonne demi-heure quand le zeste est tendre finalement. Et puis, on peut anticiper. On peut le faire. Bien quelques sûr, jours avant, ça n'est que meilleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez que pour que le gâteau absorbe bien le sirop, il faut que le gâteau soit chaud et le sirop soit chaud aussi. Pour Donc, aller je vais le encore plus vite, réchauffer. si on veut. Ouais. Ça, je ne savais pas. Dans l'histoire du gâteau, on se rappelle de ce pâtissier qui a inventé le baba au rhum, le chapeau de baba qu'on sortait du four et qu'on trempait dans un sirop chaud. Et puis on connaît aussi l'histoire du kouglof. Quand le kouglof sort du four, eh bien on peut aussi le passer dans un sirop aromatisé. Alors, je te prends au mot. Il y en a une qui également enduit son gâteau de sirop chaud. C'est Marina, on retourne à Corfou, qu'on avait rencontrée grâce à nos amis oléiculteurs. Et je crois que là, elle a marqué des points avec Thierry, Marina. Elle a marqué des points. Il y avait La une halva. attractivité sur son gâteau qui était quand même... Une merveille. Nous retournons sur l'île de beauté grecque à Corfou où j'ai eu l'occasion de rencontrer et de cuisiner avec Marina. Cette Corfiote a ouvert sa propre taverne en l'an 2000. Et si l'on veut déguster les meilleures recettes traditionnelles, c'est chez elle qu'il faut se rendre. Mais aujourd'hui, elle m'a prévu une petite escapade sur une île secrète et me propose de concocter un menu typique pour le déguster en plein air. Hello Marina. Bonjour Marina. Tu cuisines déjà? Bordetto. Je t'embrasse. C'est une recette typiquement Corfiote? Oui, et un peu épicée. Et le bordetto, c'est très traditionnel de Corfou. C'est toujours avec du poisson, le bordetto? Oui, toujours. Le bordetto, c'est toujours avec de la rascasse. Alors on démarre avec l'huile d'olive? Je mets un petit peu. Oh, plus. More, ok. C'est ok? Encore un peu plus. Little more. Yes. Oui. Avec des millions d'oliviers sur l'île, on peut y aller. And what is this? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des oignons et de l'ail. D'accord. Alors ici, il y a une particularité, mais ça, on retrouve ça dans tout le bassin méditerranéen. Ils râpent l'oignon. Du coup, on a d'emblée une espèce de purée d'oignon. Et c'est assez malin. La cuisine de Corfou est assez spécifique, elle est particulière par rapport au reste de la Grèce. D'abord parce qu'on est dans le nord, donc on utilise des produits qu'on ne trouve pas forcément dans le sud. Et puis surtout parce qu'on a une influence vénitienne. C'est du paprika? Oui, du paprika doux. Oui, de paprika. Yes. Ok. Non, un peu plus. 2 ou 3 cuillères. 2 or 3? Yes. Ah, ok. Ça, c'est vraiment le fond de sauce. Nous remettons une bonne quantité d'huile d'olive afin que les oignons l'absorbent bien, puis nous déposons notre fameuse rascasse rouge. Et maintenant, on y va doucement. On laisse 5 minutes. 5 minutes. Tu le retournes ou pas? Oui, un peu plus tard. Je rajoute un demi-citron. Avec quoi on l'accompagne? Par quoi on Seulement avec l'accompagne? du pain. Ah, que du pain? Oui, avec la sauce, c'est très bon. Là, on va rajouter de l'huile à crue, parce qu'évidemment, vu la qualité de l'huile, ce serait dommage de ne pas en bénéficier. Donc, on aura l'huile cuite et l'huile crue. Nous avons le plat principal de notre pique-nique, nous allons préparer la suite du festin. Et tu me parlais d'un gâteau aussi, non? Halvas. Et pour cette pâtisserie, tout commence, comme avec les autres recettes de l'île, par une bonne rasade d'huile d'olive. Ouais, c'est le principe du gâteau au yaourt, en fait. Et à la place du yaourt, on met l'huile d'olive. Donc là, on prépare un gâteau grec, pas forcément Corfiote. Marina me demande de préparer un sirop avec 3 verres de sucre et 4 d'eau. Ici, il lésine pas sur le sucre en général, parce que tous les gâteaux sont enduits de sirop. Marina mélange maintenant la semoule versée dans sa marmite et mélangée à l'huile d'olive. C'est drôle, ça, elle cuit sa semoule à cru dans l'huile d'olive, un peu comme un risotto. J'ai jamais vu ça. Il faut que la graine se gorge d'huile, sinon l'huile se détacherait du gâteau finalement. Je coupe maintenant les kumquats, un agrume emblématique de l'île. Ils rejoindront le sirop pour le parfumer avec également des bâtons de cannelle. Faut pas oublier que les Vénitiens, qui ont donc dominé l'île pendant 400 ans, vous l'avez compris, qui sont partis au XVIIIe siècle, étaient à la tête du commerce maritime en général et en particulier du commerce des épices. Donc c'est une cuisine qui est très relevée et qui, une fois de plus, n'est pas tellement à l'image du reste de la Grèce. Le mélange de noix et amandes concassées part dans la cocotte avec une cuillerée à café de cannelle en poudre et des raisins secs. Ça sent bon. Very nice. On m'attendait pas du tout à cette torréfaction de la semoule. C'est amusant parce qu'en fait, ça sent super bon. Ça sent le pain grillé, ça sent la noisette grillée, forcément. Très étonnant, ça, cette façon de cuire le gâteau. Marina verse l'intégralité du sirop de sucre sur la semoule qui va l'absorber intégralement. Un peu une polenta, quoi. C'est prêt? OK. So it's very Ah bah c'est quick. très rapide, 2-3 minutes. 2-3 minutes and that's it.
Nous mettons notre appareil dans des verrines avec des morceaux de kumquat par-dessus. Une fois réservé, il va se solidifier rapidement. Ça, je vais le faire à la maison. Je pense que vous aussi, d'ailleurs. Les plats terminés et empaquetés, nous partons vers l'île secrète de Marina. Allez, Zou. C'est parti. Thierry Espiros, le producteur de la fameuse huile d'olive, nous accompagne pour cette virée sur la petite île sauvage. Recouverte d'oliviers, de petits arbustes et de fleurs sauvages, nous gravissons un escalier d'une centaine de marches pour atteindre son sommet. L'effort est récompensé car à l'arrivée, le spectacle qui s'offre à nous est splendide. Okay, let's have this delicious food of Marina. Alors ça, Thierry, c'est une des façons les plus traditionnelles ici à Corfou d'accommoder le poisson. Ils appellent ça le bourdetto. Et Ouais, il c'est est très, très quasiment confit. Hein. Complètement, C'est exactement. beau, hein. Voilà les enfants. Yeah, It's very good. C'est quoi, l'USCP? La sauce, on dirait presque une laque. Ouais, c'est c'est magnifique. Yeah, you really feel the On sent bien le paprika. Alors, vous aimez? Yeah. Ah, absolutely. Yeah, of course. That's good. But congratulations, Marina. Merci. Now, I'm going to try to make Marina's bourdetto at home. Yes, Je vais essayer de faire la même wonderful chose. recipe. Et maintenant, Okay, passons au let's have dessert. dessert now. Avant d'entamer notre préparation, Marina me conseille de servir un halva qu'elle a préparé la veille et imbibé de sirop de sucre. Il n'en sera que meilleur. It's good. C'est délicieux et l'on sent vraiment le goût de l'huile d'olive. C'est un truc d'enfance, ça. Ouais, c'est régressif. It's a olive oil and a cake. Ouais. Harmony. Olive oil and It's cake, wonderful. c'est génial. Yeah, great. You're the queen of the picnic. Tu es la reine des pique-niques, Marina. Thierry, il faut que vous le sachiez quand même, qui est toujours très raisonnable, en tout cas en matière de dessert, qui mange assez peu de sucre, on l'a vu, le fructose. Là, tout d'un coup, il y a eu la chade, on peut le dire. Ouais, hein. c'est- Il a, je sais pas, un souvenir d'enfance. Oui, il y avait un côté quintessence comme ça, absolument. Et une fois de plus, l'huile d'olive accrue, déposée au dernier moment sur le gâteau. Alors, on a récupéré nos petits moules, attention, parce que c'est chaud, justement. hein, J'ai suivi vos conseils, je le fais à chaud. Et maintenant, je vais prendre mon sirop, Et sur celui grille, qui est bien tu as raison, parce que tu vois, ça Voilà. évite l'humidité dessous. Alors, on va mettre ce sirop délicieux, et en plus safrané. Et on va utiliser les rondelles d'orange, bien sûr, pour garnir les gâteaux. Ce qui est très sympa, c'est que c'est un gâteau qui se garde. Oui, ah bah oui, ça c'est sûr. Ça tu se as garde raison. 3-4 jours, il prend Ouais. un peu de vieillissement, Au contraire, il est oui, encore il très très mature. bon. Voilà, regarde ces pistils de safran, là, il joue tout son rôle. hein. Alors, Raphaël, tu avais encore plein de choses à nous dire sur l'huile d'olive. Tiens, Oui, laisse tes c'était- oranges. Alors, mijoter. c'était pas vraiment sur l'huile d'olive, mais c'était sur les olives en général. Voilà. La vraie olive noire, si vous voulez, c'est le fruit, c'est l'olive verte, mais qui a atteint son niveau de maturation sur l'arbre. Donc, l'olive, finalement, est C'est le d'abord même verte, fruit, ensuite rouge, violacée, parce que la puis chlorophylle noire. disparaît, puis noire, parce qu'il y a des réactions enzymatiques, il y a des brunissements, des oxydations. Sauf que bien sûr, ça prend du temps, c'est très fonction du climat. Et donc l'agroalimentaire a choisi de nous faire des produits comme ça, certains. Alors, vous connaissez l'histoire de la souris verte, là, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, là. Voilà, c'est l'histoire de l'olive verte. Ah, qu'est-ce que tu as fait là? J'adore Eh ton ben, petit montage. voilà le petit montage, si vous voulez. Mais ça, D'accord. c'est ce que fait l'agroalimentaire. C'est-à-dire, on met d'abord dans de la potasse. La potasse, c'est carrément comme de la C'est soude. ce qu'ils font avec les vraies olives? Oui, et comme ça, on perd l'amertume. Ensuite, dans le sel, ça la déshydrate, ça la ramollit. Bactéries lactiques pour créer des fermentations artificielles. Et on termine avec avec le temps, en principe. Normalement, et on termine avec la couleur, donc gluconate de fer. C'est un additif, c'est un complément alimentaire que certains prennent d'ailleurs pour des carences en fer, donc c'est pas si mauvais en soi, mais ça va faire un complexe chimique qui va devenir noir. Et ça se repère facilement, cette olive noire gonflée, c'est une olive verte colorée. Alors moi je l'ai fait au laboratoire pour vous montrer que c'est facile, j'ai pris des olives vertes, et vous voyez avec le temps, eh ben, ça fonce. J'ai fait tous leurs petits bains là, dégoûtants, et ben ça marche. Ah oui, contrairement Ils à la gagnent du méthode temps. traditionnelle Mais oui, où il faut au lieu de faire l'olive noire plusieurs en 2 mois, eh bien là on va la faire en 10 minutes. Donc, voilà, Eh ben, c'était tout ça juste n'est le pas petit cri rassurant. d'alarme, ne pas manger ces olives. Et puis aller chez l'épicier, les gens qui vendent des olives, on en connaît beaucoup, on en voit beaucoup sur nos marchés. Il y a des gens qui font un travail sérieux. Certes, il y a 15 ou 20% de prix. Achetons-en Oui, moins, facile, ouais. achetons mieux. Oui, c'est un peu plus cher, Pour une mais vraie la- tapenade, la après, c'est quand même qualité une n'a- différence Ah, de bah goût. alors, vous me le servez sur un plateau, Ah les bah. enfants, puisque Fabien, dans le Gard, produit des olives et il va même nous donner sa recette de tapenade. Tapenade maison d'un pro de l'olive, la picholine.
Il est temps de traverser la France pour nous rendre dans la douce région du Gard. C'est à quelques pas du village médiéval de Saint-Gilles que Fabien Jean-Jean, maître moulinier, choisit ses oliviers tout au long de l'année pour que s'y développent les plus belles olives. Si certaines seront destinées à la consommation directe, les olives de bouche, d'autres seront utilisées pour fabriquer de l'huile d'olive. Ça peut être la même variété, mais vous avez la maturité du fruit, des olives qui sont très vertes, et là on s'en sert pour la bouche. Les mêmes olives pour l'huile, eh ben, on va les ramasser tournantes, même noires. Donc voilà. Et après vous avez d'autres variétés qui sont faites que pour l'olive de bouche et d'autres que pour l'olive à l'huile. Elles ne sont pas bonnes pour l'olive de bouche. C'est comme dans le vin, les cépages, ben, c'est exactement pareil dans l'olive. Les méthodes de récolte diffèrent selon la destination des fruits. Oui, pour l'huile, ben, on met des filets, un exemple, et on fait bouger les arbres, ça tombe. Tandis que là, pour l'olive de bouche, on est obligé de ramasser vraiment à la main parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de coups, des traces noires au-dessus sur l'olive. C'est pour ça que c'est quand même assez long. Avec un domaine de 30 hectares et de plus de 10 000 arbres, Fabien cultive pas moins de 7 variétés d'olives afin de rassembler toutes les nuances d'arômes possibles. Là, c'est une variété grossante, c'est très rond, un gros fruit. Ça fait des huiles assez douces. Et comme la bouteillante, c'est fruité, mais c'est très rond, très souple. Ben là, vous avez la glando. Hein, c'est une olive qui a une forme, qui a des facettes à la fin de l'olive. Là. Ça a des arômes un peu de poire Williams. C'est vraiment très intéressant également. Quoi. Et aujourd'hui, notre oléiculteur fait la cueillette d'une des variétés les plus populaires de la région. Là, on est sur la variété typique du Gard, qui est en appellation d'origine protégée, qui s'appelle la pichouline. Voilà, c'est une olive qui ressemble à un ballon de rugby un peu. Vous voyez, elle a des arômes un peu de noisette, elle est craquante, c'est une olive qui se conserve très très bien. Elle a beaucoup de vertus. Quoi. Le premier, c'est de choisir l'arbre qu'on doit ramasser. Les arbres qui sont très très chargés, elles sont beaucoup plus petites, donc celui-là on le laisse, on le ramassera pour l'huile. Mais les arbres comme celui-là qui n'est pas très chargé, et donc il y a des gros calibres, on ramasse tout. Quoi. Chef cuisinier de formation, Fabien est passé tout naturellement des plats aux produits et s'attache à cultiver ses olives dans le plus grand respect de l'environnement. On travaille le sol, on est tout en bio. En plus, moi je ne veux pas de produits chimiques parce qu'on vit sur place, donc c'est pas possible d'avoir des produits toxiques sur nous, chez nous. Quoi. Et une qualité comme ça, sans arrosage, rien qu'en travaillant la terre et tout, je garantis que c'est assez rare. Quoi. La récolte matinale terminée, Fabien se rend dans l'atelier de tri et de transformation. Et voilà, on va bien nettoyer les olives, enlever les feuilles également. On garde vraiment que les grosses pour l'olive de bouche, uniquement. Et si le tri est mécanique, Fabien veille et fait toujours une double inspection manuelle. Les grosses olives, une fois sélectionnées, vont être transformées. Alors, vous savez, une olive, si vous la croquez comme ça, crue sur un arbre, c'est immangeable. Donc on la trempe dans une solution pour enlever l'amertume. C'est ce que l'on appelle la désamérisation. Les fruits passent dans des bacs de 700 kg pour être lavés une dizaine d'heures, puis rincés pendant 48 à 72 heures. Ils sont par la suite enrobés de gros sel, qui reste le meilleur ingrédient de transformation et de conservation. Et enfin, ils sont stockés en chambre froide à 3 degrés. Fabien adore déguster le fruit de son travail et il n'a pas perdu l'habitude de cuisiner. On le retrouve devant les fourneaux pour réaliser une recette où l'olive est à l'honneur et sous toutes ses formes, une tapenade au basilic. On va prendre forcément des pichoulines, des olives vertes comme ceci, pichoulines. On a différentes huiles et donc on a l'huile d'olive intense, pichouline. Il prend 200 g d'olives vertes non dénoyautées qu'il passe au mixeur, une bonne astuce de léiculteur et de cuisinier averti pour détacher la chair de l'olive facilement. Si tu prends un dénoyauteur à olive, t'en as pour la journée. Quoi. Et que là, au moins, en 5-10 minutes, tu as fini. Quoi. Ça devient comme ça. Et maintenant, on va séparer le noyau de la pâte. Une opération qui se réalise à la main à l'aide d'une passoire et d'une spatule. On a enlevé le noyau. Cette pâte, elle est sans rien, hein, elle est nature. Hein. Donc on va y rajouter des capres, une petite poignée. Ça, c'est la base de la tapenade. C'est d'où vient d'ailleurs son nom. En effet, le mot tapenade est dérivé de l'occitan tapera, qui signifie capre. C'est ce qui donne aussi l'acidité de la tapenade et un peu la conservation. Hein. 3 gousses d'ail. On va lui mettre le basilic frais
haché. Et on va mettre un peu de crème d'anchois, une cuillère à café de crème d'anchois. Et bien sûr, il finit avec une dernière touche d'olive, en huile cette fois-ci. On sent bien le goût de verre, de puissance. Et le tout passe au robot mixeur. On a une tapenade, on sent bien la texture de l'olive. Et son arôme est sublimé. Et la tapenade, c'est l'apéro, quoi. C'est tout simplement, hein, c'est convivial, quoi. Et puis justement, tiens, on va prolonger le voyage en goûtant cette petite tapenade que tu connais par ailleurs. Oui, je connais, j'ai travaillé sur Nîmes et je connais son travail, j'adore. Est-ce que tu veux goûter la avec tapenade plaisir, j'adore. de Fabien? Ce que j'adore avec Raphaël, c'est qu'il a toujours une petite cuillère Oui, planquée oui, quelque j'anticipe. part. Moi, j'apporte le couvert, mais pas du tout, il a J'anticipe. déjà. Alors, ça vous plaît? Ouais, c'est bon, elle Il est y, très bonne. il y a toujours des anchois dans la tapenade ou Oui, c'est toujours. selon, non? Sinon, après, c'est plus le même produit. Ça se J'aime mange bien à la texture de tapenade. Ouais. Mais revenons à notre recette qu'il faut finaliser. Je dresse chaque gâteau encore tiède dans nos assiettes. Alors, on va rajouter, pour rester dans la Méditerranée, quelques grains de grenade. Hop, et une petite feuille de menthe. On pourrait peut-être le passer un petit peu dans le sirop pour qu'elle brille un peu, la feuille. Ah, la feuille, oui, tu as raison, c'est vrai. Bonne idée. On sent qu'il y a du métier. Alors, on va aller accueillir nos invités. Alors, les garçons, puis-je vous demander de disposer nos assiettes, bien tandis sûr. que je vais ouvrir à nos amis. Et bonjour Cécile, merci d'être avec nous, de nous apporter le soleil. Cécile Le Gaillard est experte en huile d'olive et journaliste spécialisée. Son métier l'emmène aux quatre coins du monde à la rencontre des producteurs. Aujourd'hui, elle fait une halte à notre table. Elle est accompagnée d'Olivier Bossan, autre fin connaisseur, qui met en lumière les artisans et producteurs régionaux depuis des années. Ce passionné a même fondé il y a 10 ans dans le Luberon un écomusée de l'olivier. Alors, on va parler huile d'olive avec vous, deux experts. Cécile, vous êtes oléologue. Oui. Alors, oléologue, j'imagine que ça s'applique un petit peu comme pour le vin, c'est ça s'applique à l'huile d'olive. On ne dit pas œnologue, mais on dit oléologue. On dit ça, on dit aussi sommelière en huile d'olive. Ah, ça se dit ça. Oui. Mais oléologue, j'aime bien. Et alors, toi, Olivier, déjà, tu es bien nommé. Et tu as été, je crois, le premier en France à créer une enseigne entièrement consacrée à l'olive. Tout à fait. C'est ça. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Et depuis, tu as consacré, tu es encore plus pointu, une autre enseigne consacrée à l'huile d'olive de Provence. Voilà, pour valoriser un peu tous les petits producteurs provençaux. Ce qui est important, c'est que c'est une toute petite production répartie sur une trentaine de milliers de petits propriétaires. C'est ça, c'est très artisanal. C'est très, très artisanal. Du coup, ça reste quelque chose souvent d'assez familial et dont la diffusion reste aussi amicale, familiale, une commercialisation plutôt marginale. On produit à peu près 4% de ce qu'on consomme, ce qui veut dire qu'on consomme 96% d'huile d'olive d'importation. Tu parlais d'une diversité d'huile d'olive, ne serait-ce que française. On peut parler de cru. On ne peut pas être cru. Déjà, il faut parler de variétés. Comme dans le vin, comme les cépages, il y a plus de 1700 variétés d'olives dans le monde. Et chaque variété a sa typicité, ses caractéristiques. Et après, oui, on peut parler de grands crus. Parce que dans toutes les vierges extra, en fait, il y a plusieurs niveaux de qualité. Et il y a certaines huiles d'olive qu'on peut considérer comme des grands crus. On en a une, deux, et je crois que tu en as apporté une, toi, Olivier. J'en ai apporté une, pressée... l'or de ton jardin. Pressée hier soir. Waouh, c'est vrai. Récolté, On ne peut plus fraîche. pressé, mais ça, c'est. Alors, ton jardin est où? À Manosque. Mais j'attends que Cécile la goûte parce que je trouve que c'est important. On te laisse goûter. Alors, les experts? Superbe. Fruité vert, végétal. Et on ne bouge pas trop d'amertume, final poivré. Et on a l'impression d'avoir encore la feuille de l'olivier en fait en bouche. On est dans la feuille et finale flamboyante, absolument incroyable. Superbe. Et alors, pendant ce temps-là, moi, je vais vous servir notre... ça tiens, aussi, l'huile d'olive non de Corfou qui est là, on va la mettre là. On voit là, effectivement, alors là, l'ardence, elle est là. Elle est présente, là. Hein. Le poivre est là. Elle est très, elle bastonne, effectivement, celle-là. Et alors, pourquoi ce sont deux huiles totalement différentes? Parce qu'il y en a une qui était plutôt dans le végétal, alors que là, on est plutôt dans les herbes aromatiques, donc plus herbacées en fait que la première. Et la troisième, c'est celle que, Olivier, tu nous as conseillée pour le gâteau. Alors, vous allez me dire ce que vous pensez de ce dessert. Il y a un petit goût derrière de
fleur d'oranger. Ah qu'on oui, retrouve là. absolument, bien vu. C'est excellent. Fleur d'oranger libanaise. Alors, oui, là, on a toute la Méditerranée. Et alors, on revient à ce sujet que tu avais abordé et tu nous as appris beaucoup de choses. Comment reconnaître une bonne huile d'olive dans un supermarché? Il faut que la catégorie soit vierge extra. Et c'est un gage de fraîcheur si l'oléiculteur est aussi moulinier et qu'en fait, dans très peu de temps, l'olive va être récoltée et amenée tout de suite au moulin. Ça peut être un gage. Comment sur une bouteille? Et ben en fait, sur l'arrière de la bouteille, on doit avoir normalement les coordonnées de la personne qui a commercialisé. Et quand c'est la même que le moulin, ou que le moulinier, on sait que c'est au même endroit. C'était chouette ce voyage en Méditerranée, j'ai l'impression que j'ai bronzé, que j'ai pris des couleurs. Et puis surtout, voilà, c'est une plongée dans l'histoire de notre pays et de nos racines, et puis aussi de nos voisins méditerranéens. C'est un voyage d'une recette à l'autre, le gâteau chiffon, notre gâteau à nous aux oranges. Essayez-le, vous allez voir, vous allez être surpris. Et puis surtout, c'est nous rappeler à quel point ce patrimoine doit être valorisé. Essayons de consommer local, mais pas forcément seulement français, consommer européen. Essayons de valoriser ces petits producteurs qui s'attachent à travailler dans le respect de la tradition et dans le respect de leur terre, voilà, pour assurer l'avenir de nos enfants. Salut!